Bonjour à tous pour ce sprint 9 de Readmetrics qui a commencé le 26 mars et qui se termine aujourd'hui le 13 mai. Ça a été un sprint assez mouvementé. On a fait pas mal de choses. Euh, je te propose de passer au slide suivant, Fred, pour que on voit les trois points clés qu'on va aborder aujourd'hui. En fait, c'est essentiellement ce sprint, on a beaucoup travaillé au niveau de l'ESGBU. Donc, on a fait la moisson générale, la fin de campagne. Donc, tout 2024 a été moissonné pour vous, les établissements, de manière à ce que vous puissiez remplir la partie numérique de l'enquête ESGBU dans les temps. On a procédé à plusieurs moissonnages, enfin même de nombreux moissonnages. Il y a eu de nombreux réglages pour certains d'entre vous. Ça a généré pas mal de travail, mais j'espère que vous avez pu voilà, gagner du temps pour remplir ce questionnaire. Ensuite, on va aborder les deux autres points concernent des fonctionnalités qu'on va mettre en œuvre et qu'on a déjà commencé à mettre en œuvre, dont on vous a déjà parlé, mais là on arrive un peu plus dans le concret, donc sur les espaces dédiés. Donc un premier cas d'usage qui est l'espace ABES. On vous a déjà de nombreuses reprises exposé le fait qu'on collaborait avec l'ABES sur le site de thèse.fr et ses données d'usage. Donc l'ABES dispose désormais d'un espace pour voir les consultations de thèse.fr et l'idée là c'est de vous donner accès aux établissements à ces données d'usage pour que vous puissiez les exploiter pour voir à la fois les données d'usage générales de test.fr et éventuellement celles qui vous concernent, qui concernent vos établissements, donc là où ont été soutenues les thèses. Ensuite, on vous parlera aussi du cas d'usage Istex. Vous savez que EasyMesure traite les données d'usage d'un certain nombre d'applicatifs internes INIST ou opérés par l'INIST pour le CNRS. Istex en fait partie. Beaucoup de monde est intéressé par savoir quelle part de leurs consultations se font sur Istex. Et on va y arriver progressivement. Et donc, on va vous parler du cas d'usage Istex pour les espaces, ce qu'on appelle nous les espaces dédiés, c'est-à-dire le moyen de ne voir que ce qui vous concerne en accédant à les données d'usage d'un applicatif général qui sert de nombreux établissements. Donc voilà pour le sommaire. Et maintenant, on passe, comme d'habitude, Fred, à l'animation de la communauté. Donc je te Mer- passe la parole. Merci, Dom. Bonjour à tous. Eh bien, c'est pas moi qui vais commencer à parler, ça va être Zach qui va se Ah oui, présenter. excuse-moi, est-ce que j'ai complètement zappé? Oui, effectivement, j'ai été un petit peu vite. Je n'ai pas présenté Zach. Oui, on a deux nouveaux dans l'équipe. On a Léa qui vient d'arriver hier, donc qui se présentera à la prochaine revue de sprint. On en garde un peu sous le coude. Et Zach qui est arrivé depuis déjà un certain temps et qui va nous se présenter parce qu'il est en stage sur Bibliomap. Voilà. À toi, Zach. Donc bienvenue à eux, hein. Merci. Alors bonjour, je m'appelle Zach Pedretti. Je suis en BUT informatique à l'IUT Nancy-Charlemagne en dernière année. C'est pourquoi je fais mon stage de fin de BUT à l'INIST CNRS qui va durer 16 semaines de début avril à début août. Mes centres d'intérêt sont l'informatique, particulièrement le développement et la veille de technologie, ainsi que la musique, car j'aime bien en écouter ainsi que qu'en faire. Mon stage, il va se porter sur le site Bibliomap. Donc, c'est un démonstrateur qui montre les événements de consultation de la communauté scientifique sur une carte du monde. Donc, c'est un démonstrateur qui est assez impressionnant car il montre à quel point les documents de BibCNRS sont lus à travers le monde. Euh, pour l'instant, son état actuel, c'est que il n'a que un mode où on peut voir les événements en temps réel et il est également fait avec des technologies qui sont assez anciennes. Donc,
l'équipe m'a proposé d'intégrer un mode de replay, donc qui permettrait de rejouer une période passée, que ce soit un jour ou plusieurs jours d'événements de consultation, ainsi que de refaire l'interface dans des nouvelles technologies, afin que l'interface corresponde avec la charte graphique de BIP CNRS qui est actuelle, ainsi que des technologies qui sont en accord avec les logiciels de la suite ReadMetrics de l'équipe de mesure des usages. Merci Zach. Eh bien, on va enchaîner avec les nouvelles du blog, avec quelques articles qui ont été publiés ou republiés parce qu'ils ont été mis à jour. En particulier, un Il est tuto qui tombé vous par terre? permet d'installer EasyParse en 10 points pour faciliter donc cette étape, en 10 étapes, pardon. C'est un article qui a été revu par Dominique. Et puis, vous avez aussi un tuto qui vous permet de personnaliser des visualisations en utilisant des filtres plutôt que des champs. C'est pareil, c'est un article qui a été remis au goût du jour avec les visualisations actuelles dans Kibana. Et puis, vous avez aussi un nouvel article qui concerne la mise à disposition du nouveau module Easy Report qui vous permet d'envoyer automatiquement des rapports PDF à des destinataires ou à des listes de diffusion, et ce de façon périodique. Vous avez un petit article qui vous permet de configurer des rapports génériques, hein. C'est la première étape d'Easy Report, c'est d'envoyer des rapports génériques. Et par la suite, il y aura une autre étape. Et de toute manière, on va vous en parler plus tard. Tom a fait quelques slides sur Easy Report. Voilà pour le blog. On fait un petit point sur le SGBU avec les webinaires. Les webinaires qui ont été organisés avec Thomas et moi pour cette campagne 2025. Tout s'est bien passé. Dominique en parlait en début de sprint review. Le moissonnage s'est déroulé toutes les semaines et s'est bien passé, même s'il y a eu pas mal de difficultés et des retours par rapport aux API éditeurs. Il faut quand même savoir que cette année, on a quand même moissonné 199 établissements pour la campagne SGBU 2025. Il y a une forte progression par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière, vous étiez 134 établissements qui étaient mobilisés dans EasyMesure pour cette campagne. Et puis pour les webinaires, on a quand même eu une centaine de participants cette année, donc c'est quand même un bon chiffre parce que vous êtes bien mobilisés pour cette campagne 2025. Et puis, je vais laisser Thomas compléter mes propos par rapport à l'ESGBU. Merci Frédéric. Non, pour le SGBU, tu as tout dit, je reviens pas dessus. Ce que je voudrais, c'est donner quelques perspectives sur le point des moissonnages, puisque c'est le point d'entrée d'une très grande partie des établissements qui viennent utiliser EasyMesure depuis un petit moment maintenant, depuis qu'on moissonne des rapports Counter auprès des éditeurs. Et donc, on utilise le SGBU pour procéder à des moissonnages, vous l'aurez compris. Ces moissonnages-là, on était concentrés sur la période demandée dans l'enquête, c'est-à-dire la période de l'année civile 2024, janvier à décembre. Donc, on a fait beaucoup de moissonnages centrés sur cette période-là. Ce travail-là, il se clôt en même temps que l'enquête SGBU, là, qui se termine à la fin de la semaine. Et là, nous, on va pouvoir passer à la partie du moissonnage pour le début de l'année 2025. Il y a pas mal d'établissements qui nous ont sollicité pour savoir quand est-ce qu'on commence à moissonner du 2025, quand est-ce qu'arrivent les rapports les plus neufs, etc. Donc, on n'avait pas du tout oublié cet aspect-là. On s'en préoccupe évidemment. La petite subtilité cette année, c'est qu'on ne peut pas enchaîner comme l'année dernière et l'année précédente, puisqu'on a, vous l'aurez sûrement entendu à plusieurs reprises, à la fois de notre part et puis de la part des éditeurs, on est sur une transition vers un nouveau format Counter. Donc on passe de la version 5 à la version 5.1 de Counter. Cette version 5.1, elle présente un certain nombre de changements, notamment dans le format des fichiers qu'on récupère. Donc quand on moissonne,
on récupère des fichiers au format JSON. Ces fichiers, ils ont une certaine structure. Et dans la 5.1, la structure est un peu différente de celle qu'on a l'habitude de traiter dans la version 5. Et notre chaîne de traitement n'est pas encore au point pour ingérer des données de la counter 5.1. On va s'y mettre là immédiatement dans le sprint qui commence demain. Et on a l'espoir de pouvoir vous proposer une chaîne de traitement pour la 5.1 à l'été environ. Mais on vous tiendra au courant. En attendant que la chaîne de traitement pour la 5.1 soit prête et qu'on soit prêt à moissonner pour tous les éditeurs qui sont déjà en 5.1, on va faire une première moisson du premier trimestre 2025 pour les éditeurs qui fournissent encore de la version 5. Ils sont encore un certain nombre, hein. Vous le voyez dans le registre, j'ai mis une petite capture d'écran là en bandeau de cette diapo. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'éditeurs qui continuent à proposer la 5 comme ces dernières années, et puis quelques éditeurs qui proposent déjà la 5.1. Et puis dans le lot de ceux qui proposent en parallèle la 5 et la 5.1, parce que c'est encore possible là, on a déjà quelques éditeurs qui ont basculé complètement en 5.1 et qui fournissent déjà plus du tout les rapports au format 5. Donc on est dans ce moment un peu de transition. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va moissonner le premier trimestre 2025 pour que vous ayez des données fraîches. Alors vous, c'est tous les établissements qui ont validé récemment leurs identifiants et pour lesquels on a un état de saisie qui permet la moisson, comme au moment des campagnes SGBU. Et une fois qu'on aura procédé à cette première moisson pour les rapports V5 encore disponibles, on pourra faire un état des lieux. Et puis, on basculera, nous aussi, tranquillement, probablement après l'été, vers une chaîne de traitement 5.1 qui prendra de plus en plus en charge les points d'accès qui sont passés à la 5.1, et on laissera derrière nous la 5 au fur et à mesure que les éditeurs eux-mêmes l'abandonneront. Ça va prendre du temps. Tous les éditeurs vont pas y aller au même rythme. On a des éditeurs qui sont déjà prêts, on a des éditeurs qui sont pas du tout prêts. Donc on va fonctionner comme on fonctionne d'habitude, on va y aller par étapes. Et ce qui va se passer, c'est qu'on aura sûrement deux chaînes de traitement en parallèle. Une chaîne de traitement pour les rapports en version 5, la chaîne que vous connaissez déjà, et puis une chaîne de traitement additionnelle en parallèle pour le format 5.1. Il faut qu'on regarde un peu plus en détail comment est-ce qu'on manipule les données qu'on récupère au format 5.1 pour voir si on les verse dans les mêmes espaces que ceux que vous avez déjà aujourd'hui, les espaces éditeurs, ou s'il faut qu'on crée des espaces supplémentaires parce que les données ne seraient pas homogènes entre elles, entre la 5.1 et la 5. Mais ça, c'est pareil, on en rediscutera avec vous, on fera des webinaires. Vous connaissez la démarche maintenant. J'ai déjà été assez long, je vais passer la parole. Juste pour préciser, ça sera probablement le même espace, mais peut-être des tableaux de bord Oui, voilà. différents. Ouais. Oui, merci Dom. Oui, enfin, disons que comme pour la distinction qu'on fait entre les données EasyParse et les données Counter, on risque d'avoir une distinction entre différentes versions de données Counter. Et ça se présentera probablement sous la forme de nouveaux tableaux de bord dans votre espace éditeur. Enfin, on verra un peu en fonction de ce qu'on récupère, mais pour l'instant, on n'a pas encore commencé et on se propose de s'y atteler au sprint qui commence incessamment. Donc je laisse la parole à Dominique pour parler de la partie nouvelles fonctionnalités. Merci Thomas. Donc je reprends la main juste pour dire que effectivement pour l'enquête ESGBU, pour nous ça a été quand même l'occasion, comme l'a dit aussi Thomas, d'intégrer beaucoup de monde, hein, de nouveaux établissements et des gens qui ne connaissaient pas. Et donc qui ont découvert les capacités que pouvait apporter le module EasyCounter, qui peut, si on renseigne les identifiants, aller chercher automatiquement les données d'usage mises en ligne par les éditeurs. Mais du coup, ces gens qui découvrent, ils n'ont pas forcément assisté à toutes les présentations qu'on a faites et ils sont
parfois un peu perdu. Donc, on a essayé de faire des efforts pour que justement, ça soit plus le cas. En particulier, typiquement, les nouveaux points d'accès, les sites éditeurs qui sont référencés dans EasyCounter, qui puissent être reconnus plus facilement. Donc on essaie de mieux gérer l'identification. On a parlé aussi du fait que il y avait certains sites qui étaient en version Counter 5, mais que certains étaient déjà en version 5.1, même si on ne traite pas encore du 5.1. Et pour pouvoir faire cette meilleure identification, une des fonctionnalités qui est toute simple mais qui est très pratique, c'est typiquement de faire un lien pour aller sur le site du registre Counter pour vérifier que c'est bien ce qu'on croit, enfin que le endpoint est bien ce qu'on croit. Aussi, donner plus de visibilité sur le moissonnage, en particulier les périodes de moissonner avec succès chez les éditeurs. C'était possible de le faire, mais il fallait aller dans les menus et tout ça. Donc on a eu des remontées, en particulier Rachid, et on le remercie, des suggestions de fonctionnalités qu'on a essayé de mettre en œuvre, que Tom a mis en œuvre, et qui, je pense, facilitent la lecture du résultat des moissonnages. Alors, c'est le résultat du moissonnage, c'est pas forcément, ça reflète pas forcément ce qui est disponible en termes de données d'usage, La disponibilité des données, elle se voit dans les tableaux de bord, mais quand on fait des moissonnages successifs, on voit comment ça s'est passé. Voilà. Et en troisième point aussi, faire apparaître l'état à jour des identifiants de connexion, parce qu'effectivement, en fait, on avait tout simplement une fonctionnalité qui testait la validité des identifiants au moment où on enregistre ces endpoints, enfin voilà. Et par contre, on ne le refaisait pas plus tard. Et donc là, en fait, on met à jour régulièrement, et en particulier au moment où on moissonne, la validité des identifiants de connexion pour éviter des malentendus. Voilà. Et puis, on a encore fait d'autres choses, comme vous prévenir à la fin d'un moissonnage. En fait, on le faisait manuellement jusqu'ici, et là maintenant, la procédure fait que c'est automatique, même si certains d'entre vous ont été un petit peu spammés parce qu'en fait, on n'avait pas encore expérimenté le fait que, comme certains éditeurs mettent du temps à produire les données d'usage. Certains nous disent revenez plus tard, et en fait, en fait, nous on affichait, on envoyait un message alors que il fallait qu'on revienne plus tard effectivement pour aller moissonner. Donc à chaque fois, ça génère un mail. Certains d'entre vous ont été un peu spammés, on en est désolé, mais ça ne se reproduira plus puisque on a identifié le problème. Et puis la dernière question qui était remontée, c'était de voir, de mieux distinguer en fait l'état du moissonnage entre des choses qui sont en erreur vraiment, donc qui sont en rouge, et puis des choses qui sont manquantes. Voilà. Là, Tom a mis en œuvre le fait de pouvoir voir, donc dans ce qu'on appelle les matrices de moissonnage, le fait que c'est soit une erreur, donc auquel cas là il faut regarder, soit c'est du manquant, et si c'est du manquant, c'est que l'éditeur n'a pas remonté de données. Mais en fait, Tom va vous détailler un peu plus, de manière un peu plus technique, toutes ces fonctionnalités. Tout à fait, je vais reprendre avec ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le lien entre les points d'accès EasyMeasure et le registre Counter, se présente actuellement sous la forme d'un identifiant ou d'une URL dans la fiche du point d'accès. Comme dit, pour l'instant, ça ne change pas grand-chose, mais ça ouvre surtout des possibilités pour l'avenir, et notamment avec l'ajout de pouvoir récupérer les alertes directement depuis le registre, les mises à jour depuis le registre, etc. etc. On en reparlera bien sûr dans les prochaines sprint reviews au fur et à mesure que ça avance. Aussi, on a parlé ou on l'a oublié, je ne sais plus. Mais en tout cas, maintenant, on peut définir des périodes disponibles pour ces points d'accès. Ça sert notamment puisque certains points d'accès, certaines plateformes ont tendance à tomber en erreur quand on demande certaines périodes spécifiques. Je pense par exemple à Annual Reviews, ou si on demande avant le 2024-03, puisqu'ils ont fait une migration à ce moment-là,
la plateforme nous renvoie une erreur et impossible de récupérer des données. Grâce à cette fonctionnalité, on va pouvoir explicitement prévenir EasyMeasure que ça sert à rien de moissonner avant le 2024-3 et donc on va pouvoir récupérer des rapports comme les autres plateformes. C'est juste qu'ils démarreront à partir de 2024-3 et pas de 2024-1 par exemple. On en a parlé aussi, EasyMeasure est maintenant capable de mettre à jour les identifiants, la slide suivante, au cours du moissonnage, puisque certaines plateformes counter mettent régulièrement à jour leurs identifiants. C'est généralement de l'ordre de l'année, mais ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend vraiment des plateformes. Et avant, EasyMeasure affichait toujours l'identifiant valide en ayant rencontré une erreur d'authentification. Donc quand on regardait la matrice de moissonnage, on voyait clairement par exemple Customer ID invalide. Et c'est plus le cas maintenant. Maintenant, quand il voit ces messages d'erreur là bien spécifiques, il va mettre à jour l'état de l'identifiant et l'afficher comme identifiant valide. Donc après, c'est à vous de modifier ces identifiants pour qu'ils redeviennent valides et qu'on puisse remoissonner la plateforme avec vos identifiants. En parlant de mettre à jour, etc., et de revenir dans EasyMeasure, on a automatisé la partie envoi de mail. Jusqu'alors, c'était surtout Thomas et Fred qui, à la fin de chaque grosse session de moissonnage, envoyaient un mail aux utilisateurs concernés pour leur dire que de nouvelles données étaient disponibles et que le statut des identifiants avait potentiellement changé. Maintenant, vous l'avez vu, pour certains, le mail est envoyé automatiquement par EasyMeasure une fois qu'il a terminé, ce qui nous simplifie un petit peu la vie et ce qui est aussi un peu plus agréable à lire et ou à voir. Bref, de l'automatisation comme on l'aime. On en a parlé aussi, on a passé toute une partie de la sprint à travailler sur mieux voir l'état du moissonnage, notamment en ajoutant une petite iconographie qui se présente sous la forme d'une petite barre au-dessus de la date de dernier moissonnage et qui résume en gros la matrice de moissonnage. Quand il y a beaucoup de rouge, ça veut dire que ça s'est très mal passé. Quand il y a beaucoup de vert, ça veut dire que ça s'est globalement bien passé. On voit aussi du coup ce dont on parlait, la nouvelle couleur, le orange. Orange pour manquant. Quand un point d'accès, une plateforme ne nous renvoie pas de données, que ce soit parce qu'il manque un mois ou qu'il n'y a pas d'usage sur ce mois-là, on va avoir dans la matrice des petites pastilles oranges au lieu d'avoir une pastille rouge comme on l'avait avant. Donc la slide suivante. Voilà, l'état manquant indique qu'on a bien récupéré un rapport counter, donc les identifiants sont valides, c'est pas un problème des identifiants, c'est pas un problème au moissonnage, c'est un problème directement avec l'éditeur. Donc on peut manquant, état manquant, ça peut aussi vouloir dire par exemple rapport vide. On a bien réussi à trouver un rapport, à le télécharger, mais on n'a rien dedans, tout simplement. Et je vais repasser la main à Dominique qui va nous parler de toute la deuxième partie de la sprint. Alors oui, donc c'est donc dans les 3 points principaux. On vous a parlé d'espace filtré. Et donc on a commencé par la première étape de ces espaces filtrés. Et donc du coup, pour vous parler des espaces filtrés, il faut vous dire, mais qu'est-ce que c'est? Un espace filtré, ça va être un espace dédié qui va vous donner accès aux données d'usage d'un applicatif. Et donc, du coup, ça va être soit l'ensemble des données d'usage de cet applicatif ou un sous-ensemble des données d'usage. Et donc, typiquement, actuellement, pour certains d'entre vous, vous avez accès à un espace de données EasyParse ou à un espace avec des données éditeur counter, ou alors les deux. Et ben, vous aurez potentiellement de nouveaux espaces avec accès à des données du genre labs pour test.fr ou plus tard aussi, éventuellement Istex ou BIP CNRS. Cette fonctionnalité, en fait, on vous la proposait plus ou moins manuellement, c'est-à-dire qu'en fait, on vous disait, si vous voulez savoir vos usages sur Istex ou vos usages sur BIP CNRS, vous nous envoyez un mail, vous nous dites que vous êtes, qui vous êtes en tant qu'établissement, on réussit à vous identifier, on fait un filtre dans un tableau de bord, on fait une copie de ce tableau de bord et on vous envoie ça par mail.
Et donc, du coup, ça, c'est un petit peu lourd, même si ça vous donne accès à cette fonctionnalité. Donc, l'idée, c'est de généraliser ça à beaucoup plus d'établissements et donc de ne pas le faire manuellement et que ça soit un peu plus, comment dire, par défaut, que vous puissiez voir en fait, ces données dans EasyMesure à partir du moment où vous êtes inscrit dans EasyMesure. Donc là, voilà, c'est la première étape, c'est les espaces filtrés. Voilà, donc pour pouvoir faire ça, il faut qu'on puisse, dans les données d'usage, savoir quel est l'établissement concerné. Donc, il faut pouvoir identifier l'établissement. Donc, ça veut dire identifier l'établissement des deux côtés, c'est-à-dire dans les données d'usage, eh ben, il faut que l'établissement soit identifié. Et donc Léo vous en parlera un peu, par exemple, dans le cas de Istex. Dans thèse.fr, thèse.fr, les consultations peuvent être identifiées, enfin les établissements peuvent être identifiés directement dans les données d'usage, donc à partir du moment où on voit l'identifiant ABES. Donc ça, c'est dans les données d'usage. Et après, il faut pouvoir filtrer sur ces identifiants qui sont dans les données d'usage. Pour pouvoir faire ce filtre de manière automatique, on a mis en place des fiches établissements et dans ces fiches établissements, Yannick a travaillé sur la possibilité de rajouter des champs en fait, qui permettent d'identifier les établissements avec les identifiants dont on peut disposer. Donc typiquement les identifiants ABS, les UMR pour les numéros d'unité pour les établissements les établissements CNRS, etc. Voilà. Et pour gérer le lien entre ces identifiants, pour donner accès aux données, on attribue des rôles et ces rôles sont basés sur aussi des alias d'entrepôt que Tom vous explicitera tout à l'heure. Voilà, je crois que là j'ai fait la présentation. Je vais enchaîner. Donc là, Je tu enchaînes, Fred. Je vais enchaîner avec notre collaboration avec l'équipe EasyStat de l'ABES, avec nos collègues Maïté Roux et Sonia Salami, avec qui nous avons collaboré depuis l'année dernière. Elles étaient venues présenter à la Sprint Review donc la fin du projet EasyStat avec ce qui avait été réalisé. Pour rappel, c'était la mesure des usages de TS.fr avec EasyParse. Et puis la création de l'espace ABES, donc leur espace de travail qui leur ont permis de créer des tableaux de bord, le tableau de bord commun pour l'ensemble des établissements et un tableau de bord pour un établissement spécifique. Tout ce travail, donc, c'était la première étape et enfin, la première étape du projet. La deuxième étape, eh bien, elle commence maintenant avec un planning que nous avons fait ensemble. De mai à juin, nous devions créer cet espace commun pour tous les établissements avec un tableau de bord global. Donc, cet espace a été créé. Tom va vous en parler ensuite. Le tableau de bord a été mis à disposition, le tableau de bord global, donc commun. Et puis, l'équipe de l'ABES a désigné 3 établissements pour tester ce nouvel espace qui est donc disponible pour les partenaires EasyMesure, pour l'Université de Lille, pour l'Université de Grenoble-Alpes et pour l'Université de Paris-Saclay-Diviso. Donc, on a reçu des retours de ces utilisateurs comme quoi ils avaient bien accès à cet espace et au tableau de bord. Et puis, une dernière étape que nous avons organisée avant les grandes vacances, c'est des webinaires pour vous présenter donc cet espace et ce tableau de bord avec le J-cours de l'ABES, qui va être organisé mi-juin, et puis un webinaire ReadMetrics qui lui sera organisé le 30 juin. Voilà, donc c'est tout ce travail qui est mis en place. Et puis, donc, je laisse la parole à Tom qui va un petit peu plus détailler. Si tu mets ton micro, ça sera mieux. Ça serait mieux, effectivement. Je disais donc, pour mettre en place ces espaces filtrés, on a besoin d'une première brique qui s'appelle les alias d'entrepôt. On les utilise dans 2 situations. Dans le cas où on veut accéder à un sous-ensemble de données de l'entrepôt, on parle aussi d'alias filtrés, comme on a en vert en bas,
on va récupérer et donner accès uniquement à des petites briques de l'entrepôt, qui est une brique beaucoup plus grosse. Et on s'en sert aussi dans le cas d'un renommage, puisque on en avait parlé dans les sprints précédentes, mais on a eu toute une phase de migration d'une nomenclature vers une autre au niveau des noms des index. Et donc on a mis en place, pour faciliter la migration d'un index à un autre, des alias, comme on a en haut par exemple entre thèse.fr qui est l'ancien nom, qui pointe vers z-abs easyparse thèse.fr qui est le nouveau nom. L'autre brique dont on a besoin pour mettre en place ces espaces filtrés, ce sont les rôles qui vont nous servir à donner des accès spécifiques à des entrepôts, à des alias et ou à des espaces. Donc ces rôles combinés aux entrepôts et aux espaces peuvent permettre d'attribuer un espace à plusieurs établissements. On parle d'un espace commun, par exemple comme on a parlé l'espace thèse.fr, et combinés aux alias filtrés, qu'on viendra compléter plus tard, permettront de n'afficher que les données d'un établissement dans un espace plus grand, typiquement avoir les données d'Istex par établissement et pas un Istex commun comme on a eu avec thèse. La résultante de tous ces espaces filtrés, c'est justement, comme on l'a dit, l'espace thèse.fr commun, qu'on a la slide juste après, qui n'est pas un espace EasyParse par établissement, c'est un espace que tous les établissements qui travaillent avec thèse.fr ont accès, et c'est un espace EasyParse agrégé avec toutes les données de la plateforme. Et je vais laisser la main à Léo qui va nous parler de l'espace Istex. Oui, alors du coup, bonjour à tous. Donc moi, je vais essayer de présenter ce qu'on a réalisé sur les données Istex pour plus tard vous proposer un espace Istex pour chaque établissement. Donc du coup, j'avais annoncé lors de la sprint 7 le développement de 3 middleware EasyParse donc pour enrichir les événements de consultation, notamment en ajoutant l'identifiant ABES, le nom de l'établissement et des informations open access. Et durant ce sprint, nous avons mis en œuvre ces 3 middleware. Et donc l'ajout de l'ABES ID dans les événements de consultation, c'est la première étape pour vous proposer un espace filtré sur vos accès sur Istex. Parce qu'en fait, l'identifiant ABES, donc l'ABES ID, va être très utile puisque grâce à lui, c'est lui qu'on va utiliser pour faire les filtres, sur les usages selon cet identifiant. Donc du coup, ce qui va nous rester à faire, c'est qu'une fois qu'on a rempli les fiches établissement avec l'ABES ID et que la fonctionnalité d'espace filtré sera disponible, donc une fois que ces deux étapes sera fait, on pourra vous proposer un accès sur vos usages sur Istex. Et donc on compte avancer sur ces deux derniers points que j'ai présentés lors de la prochaine sprint. Et donc je vais laisser la main à Tom qui va enchaîner sur la mise à jour de l'interface d'EasyMesure. Tout à fait, puisque l'interface EasyMesure a bien changé déjà il y a quelques sprints avec la mise à jour Vue 3, mais on continue à s'appuyer sur vos retours pour améliorer l'interface de manière générale. Et là, pour cette sprint, ça a été le tour de la page de profil qui a été repensée, avec notamment l'ajout d'un formulaire de changement de mot de passe, ainsi qu'un lien en cas d'oubli d'un changement de mot de passe, donc plus besoin d'aller sur des URL un peu qu'on vous donne au compte-gouttes. Là, on a directement un bouton et un joli formulaire pour le faire directement. Côté Easy Report, on a aussi des améliorations, puisqu'on a commencé à bosser avec des établissements testeurs, notamment l'Université de Lille, l'Université de Limoges et l'Université de Bordeaux, merci à eux, pour proposer des rapports avancés avec des visualisations personnalisées, des filtres plus complexes, etc., etc. Et basé sur leur retour, on améliore l'interface d'Easy Report et on corrige les différents bugs. Donc tous ces retours, que ce soit sur Easy Report ou sur EasyMesure, sont très importants pour nous pour éviter justement des usages inadaptés, divers bugs et permettre une expérience de la suite logicielle meilleure que ce qu'elle était avant. Donc merci à toutes les personnes qui font des retours, et même aux autres. Pour revenir sur le sujet des rapports avancés, on a maintenant un mode super utilisateur lors de la création ou de l'édition d'un rapport, et ça permet justement d'accéder à ces fonctionnalités très avancées. On va faire des supports mutualisés qui seront prévus pour la fin 2025, on a d'autres supports avant.
Et je parle de ce tout nouveau mode qui permet de faire plein de choses, mais la méthode recommandée, c'est toujours l'utilisation de prédéfinis. Parce que le mode avancé demande une connaissance accrue des données et nécessite aussi une formation parce que l'outil n'est pas non plus ultra simple à prendre en main. Et ça nous permet et donc l'utilisation des prédéfinis nous permet d'avoir des rapports facilement et d'éviter des rapports incomplets ou mal formés ou illisibles, etc., etc. Et je repasse la main à Léo qui va nous parler d'Easy Paywall. Oui, alors au cours de ce sprint, donc j'ai travaillé sur Easy Paywall. Donc pour rappel, c'est le miroir de données Paywall qui permet d'accélérer nos traitements EasyParse et qui ajoute l'information Open Access dans nos événements de consultation. Et donc, pour rappel aussi, ce miroir, il est mis à jour via un fichier qui est mis à disposition par Paywall et qui est téléchargé et inséré tous les jours. Mais depuis un certain temps, on a remarqué qu'il y avait des écarts, des manques dans leur fichier de mise à jour, et du coup, ça se répercute sur la qualité de notre miroir. Donc, on a remarqué ça aussi grâce à des utilisateurs de l'extension Click and Read. Donc, c'est une extension de navigateur qui est opérée par l'équipe Portail Alinist, qui nous ont signalé des écarts entre les informations qui sont fournies par Easy Paywall et Unpaywall. Donc, pour rappel, le fonctionnement Click and Read, c'est une extension qui analyse la page web que vous consultez et qui va détecter des identifiants de ressources comme les DOI, et ça va afficher un bouton qui redirige sur une ressource si elle est disponible gratuitement ou pas. Ils ont des utilisateurs qui possèdent l'extension Click and Read et l'extension d'Unpaywall, donc qui fait sensiblement la même chose mais avec les données Unpaywall. Et c'est arrivé que de temps en temps, le bouton Unpaywall affichait un bouton sur une ressource, mais pas celui de Click and Read, alors que les données sont censées être identiques. Donc pour remédier à ça, on a ajouté une interface web dans Easy Paywall. Donc c'est une nouvelle page qui permet de signaler les DOI dont les métadonnées sont différentes entre Easy Paywall et Unpaywall. Et donc cette page, elle va permettre de signaler les DOI, c'est-à-dire que ça va forcer la mise à jour du miroir Easy Paywall avec les données Unpaywall sur les DOI qui nous sont signalés. Et donc ça va permettre de corriger tout de suite les DOI qui sont différents afin d'améliorer la qualité du miroir. Et du coup, je vais laisser la main à Yannick qui va nous parler du petit travail de fond. Alors, donc je vais terminer en revenant un peu sur notre objectif de mettre en place des espaces dédiés, enfin des espaces filtrés plutôt, comme on les appelle, qui nécessitent, comme il vous aura pas échappé, un certain nombre d'étapes pour pouvoir être mis en place. Donc Tom vous a parlé de la nouvelle interface qui nous permettra de gérer des rôles personnalisés, des alias, ce qui va nous permettre de pouvoir ouvrir les espaces. Léo vous a parlé, lui, de la partie enrichissement des données qui sont donc stockées dans Elasticsearch pour avoir les informations d'identification des établissements dans les données. Et le chaînon manquant là-dedans, c'est ce que Dominique avait évoqué, c'est la possibilité d'associer les données d'identification aux fiches établissement, parce qu'il faut qu'on puisse savoir comment identifier l'établissement pour pouvoir savoir comment filtrer. Donc, on a travaillé là-dessus et on est en cours de test actuellement sur une machine de développement sur cette fonction qu'on a notamment évoquée au printemps Couperin, à savoir la possibilité de créer des champs personnalisés. Donc, en deux mots, les administrateurs pourront créer des champs personnalisés via une page dédiée, qui est donc la capture de gauche. Donc, il s'agit de créer des champs qui n'existent pas encore, qui sont un peu arbitraires en fonction des besoins et qu'on peut ajouter dans les fiches établissements. Et donc, une fois que ces champs sont déclarés, on peut aller dans la fiche établissement et leur assigner une valeur. Donc, c'est la capture de droite. Donc, c'est un usage qui reste principalement administrateur. Vous n'aurez normalement pas beaucoup à toucher à ça. Et donc, typiquement, si on prend un exemple, si on veut créer un tableau de bord Istex commun avec des données filtrées, ça veut dire qu'on va avoir besoin de stocker un identifiant, typiquement l'identifiant ABES, dans les établissements. Donc l'administrateur va aller dans sa page dédiée, il va aller créer un nouveau champ dans la fiche établissement qui s'appellera l'identifiant ABES, puis on va aller dans les fiches établissement pour remplir le fameux identifiant ABES, qui fait qu'on aura l'identifiant qui sera associé à l'établissement. Et à partir de là, il nous restera une étape
qu'on doit encore mettre en place, qui est de pouvoir utiliser ces identifiants qui sont stockés dans les fiches établissement pour pouvoir filtrer les fameux alias dont parlait Tom via notre nouvelle interface qui nous permet de créer des rôles et des alias d'entrepôt. Et donc ça, ce sera le sujet du prochain sprint, enfin un des sujets du prochain sprint. Et donc stay tuned, ça arrive. Eh bien, on arrive à la fin de la sprint avec les prochains rendez-vous. La sprint review numéro 10 qui va arriver bientôt puisque ce sera le 23 juin 2025 de 10h à 11h, de 11h à 12h et toujours en distanciel avec Zoom. Vous pouvez bien sûr revoir les replays des précédentes sprint reviews sur le blog. Vous cliquez sur le lien de la sprint concernée et vous aurez la vidéo qui s'affichera automatiquement. Sinon, nous avons le prochain support mutualisé qui est complet, qui va concerner la personnalisation du tableau de bord générique EasyParse avec les enrichissements utilisateurs LDAP. C'est une formation qu'on remet un petit peu au goût du jour. Je vous ai montré l'article qui a été republié en début de sprint. Ça va permettre justement aux établissements qui, je pense à nos collègues de Bordeaux qui viennent d'installer EasyParse, de pouvoir eh bien aussi utiliser des visualisations supplémentaires dans leur tableau de bord pour afficher eh bien, les enregistrements utilisateurs. Donc cette formation aura lieu eh bien, le 23 mai de 14h à 15h30. Et puis j'en parlais aussi tout à l'heure de notre collaboration avec nos collègues de l'ABES, avec donc un webinaire où nos collègues Sonia Salami et Maïté Roux seront invités, seront les guests de ce webinaire pour présenter eh bien, l'espace commun abestest.fr avec le tableau générique global avec son joli logo. Et voilà, nous arrivons à la fin de la sprint et ça va être le moment des questions.